J'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de suspense de Pierre Bellemare, écrite en collaboration avec Marie-Thérèse Cuny, Jean-François Namias, Jean-Paul Rouland. Allez go, c'est parti. El Carnero. « 26 janvier 1946, dans une cabane de bûcheron, sur les premières pentes de la montagne pyrénéenne, au cœur de l'Ariège, deux paysans font une découverte. Un cadavre est recroquevillé sur le plancher. Surmontant leur peur et leur répugnance, ils retournent le corps allongé sur le ventre. C'est un crime. Et quel crime! L'homme a eu le crâne fracassé et la face broyée, sans doute à coups de pierre. De plus, son assassin lui a tranché la gorge, comme on le ferait à du bétail. La victime, vu son visage défiguré, n'est pas reconnaissable. Mais il s'agit sans doute de Luis Hermano, l'habitant des lieux, qui avait trouvé refuge depuis plusieurs années dans cette baraque abandonnée. Luis Hermano était un républicain espagnol, comme il y en a plusieurs sur la commune. Il était bûcheron, comme les autres, et comme les autres, sans doute, un peu braconnier. Quelques heures plus tard, les gendarmes sont sur place. Ils ont beaucoup de travail en ce moment, de même que la justice. Il faut pourchasser les anciens nazis qui tentent de franchir la frontière espagnole. Les procès d'épuration se multiplient dans toute la région. C'est le temps des enquêtes rapides et de la justice expéditive. Une fois sur place, les gendarmes cherchent des indices et un suspect. Des indices, ils en trouvent un seul. Des traces de souliers ferrés laissés par un homme qui marchait à grandes enjambées. Quant au suspect, vu la sauvagerie du crime, c'est de toute évidence un être vigoureux et violent, peut-être un de ses compatriotes de Luis Hermano, bûcheron, comme lui. Le commissaire qui mène l'enquête se fait rapidement son idée sur le meurtre. D'ailleurs, débordé comme il est en ce moment, il n'a guère le temps de s'appesantir sur ce banal crime de droit commun. Après quelques interrogatoires dans le village, il tient son suspect. La victime était connue pour ses nombreuses aventures féminines. C'est donc vraisemblablement la vengeance d'un jaloux. Or, Luis Hermano partageait au moment du meurtre la même maîtresse avec un autre réfugié espagnol, Diego Martí. Quelques heures plus tard, la police débarque chez Martí. Il habite lui aussi une baraque abandonnée tout aussi misérable que celle de la victime. Diego Martí, comme la plupart des Espagnols, est très brun. Il est plutôt petit, mais on voit tout de suite qu'il est solidement bâti. Ses bras et ses jambes maigres sont fortement musclés. À la vue des policiers, il se trouble. On le voit trembler légèrement, tandis qu'il bégaye des choses incompréhensibles. Le commissaire attaque brutalement l'interrogatoire. Il est content de lui. Son flair ne l'avait pas trompé. « Alors, tu avoues ? C'est toi qui as fait le coup pour Hermano ?» Diego Martí se trouble de plus en plus et débite un flot de paroles avec son accent rocailleux de Valence. Le commissaire ne prête aucune attention à ses discours, d'autant qu'un de ses hommes, qui est en train de perquisitionner, lui rapporte deux objets d'un air triomphant. C'est une paire de chaussures, exactement semblables à celles qui ont laissé les empreintes sur les lieux du crime. Le commissaire les met sous le nez du suspect. « Ça ne te dit rien par hasard ? Tu vas pas me prétendre que ce sont pas tes chaussures ?» L'homme s'agite et repart dans un discours incompréhensible. Mais visiblement, il a peur. Tout dans son comportement l'indique. Une seconde fois, le commissaire l'interrompt. « Et cette tache brune là sur ta chemise, qu'est-ce que c'est, si c'est pas du sang ? Allez, prends tes affaires et suis-nous. » Diego Martí baisse la tête, va chercher son seul costume qu'il plie dans son baluchon et se coiffe de son béret. D'une voix sourde, où l'on sent le repentir, il explique quelque chose au commissaire, sans doute les raisons de son acte. Dans son discours, un mot revient souvent. « Carnero, carnero ».
Le commissaire hausse les épaules. Il ne comprend pas un mot d'espagnol. Tout ce qui lui importe, c'est que l'autre signe ses aveux tout à l'heure. Le reste concernera son avocat. Mais il ne l'envie pas. Il ne donne pas beaucoup de chance à Marty d'échapper à la guillotine. Il est pourtant dommage que le commissaire ne comprenne pas l'espagnol, car s'il savait ce que Diego Marty est en train de lui dire, il reviendrait peut-être de sa belle certitude. Marty, qui parle avec tant de crainte et de repentir dans sa voix, est en train de lui faire ses aveux. Il lui confesse son crime, oui, son crime. Carnero signifie mouton en espagnol. Il y a 3 jours, il a égorgé un mouton et il l'a vendu au marché noir. Le sang sur sa chemise. C'était ça. Diego s'attendait bien à ce que les policiers le découvrent. Il demande au commissaire combien ça va lui coûter, car tuer un mouton, en 1946, en cette période de rationnement, c'est un délit grave et sévèrement puni. Le soir, tout est terminé. Diego Marty a signé ses aveux, par lesquels il reconnaît avoir tué Luis Hermano. Ou plutôt, il a imprimé sur la feuille l'empreinte de son pouce droit, car il ne sait ni lire ni écrire. Le commissaire est satisfait. Voilà une enquête rondement menée. Il va pouvoir revenir à toutes les affaires qui l'attendent et qui sont autrement plus graves qu'un crime passionnel entre bûcherons. Quelques jours plus tard, Diego Marty voit arriver son avocat dans sa cellule. Un avocat qui parle espagnol. Il lui pose la main sur le bras d'un air inquiet. « Alors, pour le mouton, qu'est-ce qui va m'arriver ?» L'avocat ouvre de grands yeux. « Quel mouton ? Je suis là pour le meurtre de Luis Hermano !» Le prisonnier ne comprend rien. Il lui explique tout d'une voix précipitée. « C'est un mouton qui l'a tué, pas Luis Hermano. Le sang sur sa chemise, c'était le mouton. » Mais l'avocat secoue la tête en faisant la grimace. « Écoutez, Marty, à mon sens, vous avez tort de revenir sur vos aveux. Faites-moi confiance. Le meilleur système de défense est de reconnaître les faits. Moyennant quoi, je pourrais vous obtenir 20 ans. » L'Espagnol articule hébété. « 20 ans ? Et autrement, qu'est-ce que je risque ? » ?»« Vous risquez la mort, bien sûr. Mais je vous dis que je peux l'éviter, à condition que vous me promettiez de ne plus jamais parler de cette histoire de mouton. » Au procès, tout se déroule très vite. Les témoignages sont formels et les juges et les jurés vite édifiés. Le commissaire avait un résumé dans sa déposition toutes les charges qui pèsent sur l'accusé. Il y a d'abord ses chaussures, qui s'adaptent parfaitement aux traces relevées sur les lieux du crime. Il y a ensuite cette tache de sang sur sa chemise et enfin, il a signé ses aveux. Les habitants du village cité comme témoins exposent ce qui est, de toute évidence, le mobile du meurtre. Depuis plusieurs mois, les 2 hommes avaient la même maîtresse et ils avaient déjà eu plusieurs querelles à ce sujet. Quant à la personnalité de l'accusé, elle n'apparaît guère reluisante. Le témoignage de José Velasquez, surtout, est accablant. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont fait la guerre d'Espagne ensemble et ils se sont tous 2 réfugiés dans le même village. José est sans pitié. Marty, c'est une brute. Quand il est en colère ou quand il a bu, je le crois capable de tout. Moi-même, au cours d'une dispute, il a failli me tuer. De son banc, Diego Marty observe le témoin. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Velasquez est plus cultivé que lui. Il parle français. Et pas lui. Mais il se doute que ce ne doit pas être très amical. Depuis que plusieurs histoires de femmes les ont opposés, ils se détestent. Ils se haïssent. Velasquez haïssait d'ailleurs tout autant, pour les mêmes raisons, Luis Hermano. Mais ce n'est certainement pas de cela qu'il est en train de parler devant les juges. Dans son réquisitoire, le procureur demande la mort. L'avocat fait ensuite une émouvante plaidoirie autour du crime passionnel et met en avant les aveux spontanés de l'accusé. Après 15 minutes de délibération, le jury rend son verdict. Réclusion criminelle à perpétuité. Les rares personnes présentes ce jour-là dans la cour d'assises de Foix commandent sans passion le résultat. L'Espagnol, il a sauvé sa tête, il a eu de la chance. 1954.
Cela fait 8 ans que Diego Martí est incarcéré à la prison centrale de Foix. Il est vêtu de l'uniforme des condamnés à perpétuité et pour lui, les conditions de détention sont plus dures encore que pour les autres. Bien sûr, il travaille comme tout le monde 10 heures par jour, il fabrique des chaussons ou rempaille des chaises, mais dans cette prison, il est peut-être le plus prisonnier de tous. Car un obstacle, une barrière invisible mais infranchissable, le sépare de ses compagnons. La langue. Il n'a jamais su parler le français, il ne le saura jamais, c'est trop difficile pour lui. Il ne peut s'intégrer à aucune activité, il ne comprend pas ce que lui disent ses codétenus, ce que lui disent ses gardiens. Il est seul, replié sur lui-même. Parfois, il demande à un camarade d'écrire une lettre pour lui. Le destinataire est toujours le même, la justice, avec un grand J. Diego Martí ne connaît rien au mécanisme, au rouage de l'appareil judiciaire. Alors il écrit à la justice, parce que ce qu'il clame dans ses lettres, c'est précisément la justice. Dès qu'il peut trouver un détenu qui a quelques notions d'espagnol et qui sait écrire, il s'accroche à lui et lui dicte son message. Le résultat n'est jamais brillant. L'autre ne comprend pas très bien ce qu'il veut et il ne sait le plus souvent pas écrire correctement lui-même. En 8 ans, Diego Martí a envoyé une 30aine de lettres. Elles ont échoué sur le bureau du procureur, qui leur a jeté un regard distrait, rebuté, dès les premières lignes par ce charabia incompréhensible. Il les a classées dans le dossier sans suite ou sans objet. Lorsque le procureur Berthier prend la succession de son collègue parti à la retraite en 1954, il découvre dans ses archives la série de lettres signées Martí Diego, numéro 228, maison d'arrêt de Foix. Le procureur Berthier est un homme scrupuleux. Il trouve étrange que ce détenu continue à proclamer depuis tant d'années son innocence. Bien sûr, ses propos sont loin d'être clairs. Il ne comprend rien en particulier à cette histoire de mouton qui revient sans cesse. Mais il veut en avoir le cœur net. Il se fait communiquer le dossier de l'instruction, prend connaissance de toute l'affaire et décide d'aller trouver lui-même Diego Martí dans sa cellule. Dès qu'il le voit, il a un choc. Il vient de lire dans le dossier qu'un des témoins du procès, un certain Velázquez, l'avait dépeint comme une brute sanguinaire. Or, l'homme qui se tient en face de lui est plutôt petit, l'air timide, effaré. Il balbutie en français des mots qu'il a dû apprendre pour la circonstance. « Merci, monsieur le procureur, je suis innocent. » Le procureur l'examine longuement. Non, ce n'est pas une brute. C'est un pauvre bougre qui se tient devant lui, l'air interrogatif, son béret basque à la main. Dès cet instant, sa conviction est faite. Cet homme est une victime. Mais la conviction est une chose, les preuves en sont une autre. Par l'intermédiaire de l'interprète qui l'accompagne, le procureur Berthier se fait raconter toute l'histoire. Pour la première fois, Diego Martí exprime enfin sa vérité, telle qu'il n'a jamais pu la dire. Le mouton qu'il a tué, la confusion dans son esprit quand les gendarmes sont venus l'arrêter, et puis tout ce procès où des gens sont venus parler sans qu'il puisse comprendre. Sa condamnation, enfin. En rentrant dans son bureau, le procureur Berthier prend une décision exceptionnelle. Il va refaire lui-même toute l'enquête. Il se rend donc dans le petit village de l'Ariège, accompagné du nouveau commissaire. Il visite la misérable baraque, où l'on a retrouvé le corps de la victime. Il a apporté les chaussures de Martí et interrogé les gens du village. À votre avis, ces chaussures, seul Martí en portait dans la région ? À chaque fois, la réponse est la même. Non, bien sûr, tous les bûcherons en avaient à l'époque. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui en portent encore. Et le procureur Berthier continue à éplucher le dossier. Plus il approfondit, plus il découvre l'incroyable légèreté de l'instruction. D'abord, les empreintes ne correspondent pas exactement à la pointure de Martí. Son pied était plus court de quelques millimètres. Ensuite, la tache de sang sur sa chemise n'a jamais été analysée. On n'a même pas cherché à savoir s'il s'agissait de sang humain. Et enfin et surtout,
Il y a ce témoignage accablant de José Velasquez qui a pesé un tel poids au procès. Velasquez est rentré tout de suite après en Espagne. Mais les témoignages qu'a pu réunir le procureur sont troublants. Il avait lui aussi eu plusieurs querelles pour des histoires de femmes avec la victime. Dans le fond, il faisait un suspect tout aussi crédible que Martí. Seulement c'est Martí que la police est venue interroger en premier et qui s'est troublé à cause de cette histoire de mouton. Le procureur s'enquiert de ce qu'est devenu José Velasquez en Espagne. Et la réponse qu'il reçoit confirme ses soupçons. Il s'est pendu 1 mois après le verdict. Le procureur Berthier en sait suffisamment. Ce qu'il a appris au cours de son enquête confirme sa conviction première. C'est pourquoi il demande au garde des Sceaux de prendre une mesure de libération immédiate en faveur de Diego Martí. Et le 16 mars 1954, après 8 ans et 5 mois d'incarcération, Martí est libéré. Il quitte sa prison discrètement avec son baluchon sous le bras contenant son unique costume. Martí rentre immédiatement en Espagne. Il retrouve son petit village près de Valence, sa femme, Consuela, qui est maintenant dans la misère, car pour vivre sans son mari, elle avait dû vendre le petit lopin qu'il possédait. Mais pendant ce temps, en France, la justice suit son cours. 1 an après la libération de Diego Martí, la Cour de cassation annule son procès et décide qu'il devra être rejugé en vue de sa réhabilitation. Et pourtant, il va falloir 6 ans pour que l'ancien détenu de la prison de Foix accepte de retourner en France. Les autorités espagnoles ont beau lui expliquer qu'il ne s'agit que d'une formalité, le consul de France a beau se déplacer plusieurs fois dans son village pour lui dire qu'il ne risque rien, qu'au contraire il va toucher une indemnité importante, Diego Martí secoue la tête. Non, il ne veut pas retourner dans ce pays où il a tant souffert, dont il ne connaît pas la langue. Il ne veut pas d'un procès où tout le monde va employer des mots qu'il ne comprend pas. Mais au début de 1961, sa femme Consuela tombe gravement malade. Et ce n'est pas son salaire d'ouvrier agricole qui pourra la soigner. Alors, surmontant ses craintes, il accepte. Il met son costume dans un baluchon, son béret sur sa tête, et il part pour Hendaye. Quand il arrive à la frontière, le procureur Berthier est là, qui l'attend, en compagnie de celui qui sera son avocat pendant le procès. Il y a également bien sûr un interprète. Celui-ci lui explique, avec tous les ménagements possibles, qu'il devra retourner à la prison de Foix. C'est la loi française qui l'exige. Il faut qu'il soit incarcéré avant son procès. Diego Martí a un regard vers la frontière. L'Espagne est là, toute proche. Il a sans doute une dernière tentation, mais il y renonce. Consuela est trop malade. Il doit accepter. Et quelques heures plus tard, il franchit de nouveau les portes de la prison de Foix. Pour lui, on a accéléré la procédure judiciaire. Son procès s'ouvre dès le lendemain. C'est le procureur Berthier qui tient la partie civile. Les jurés n'en reviennent pas. Le procureur fait sans doute plus encore pour l'accusé que son avocat. Il démontre point par point les faiblesses et les incohérences de l'enquête et explique comment Diego Martí a signé ses aveux pensant qu'il s'agissait du meurtre d'un mouton, et il évoque les lourdes présomptions qui pèsent sur José Velasquez, décédé depuis. L'avocat n'a plus qu'à conclure en demandant une grosse indemnité et le jury rend son verdict. Diego Martí est déclaré innocent. Il recevra une indemnité de 100 000 francs. Diego Martí est reparti le soir même pour l'Espagne, innocent et riche. 10 millions de centimes pour quelqu'un qui en gagnait 5 000 par mois. C'était bien sûr une somme inimaginable, fabuleuse. Mais 8 ans et 5 mois de vie ont-ils un prix quelconque ?